Bonjour et bienvenue sur la chaîne du blog MathOS. Cette vidéo est consacrée à l'un des plus importants théorèmes relatifs aux séries numériques. Son énoncé est « Toute série absolument convergente est convergente ». On suppose connues les généralités sur les séries numériques, terme général, somme partielle, convergence et, le cas échéant, somme et reste, ainsi que le principe de comparaison pour les séries à terme positif, mais son énoncé sera néanmoins rappelé un peu plus loin, par commodité. Nous allons commencer par définir ce qu'est une série absolument convergente, à terme réel ou plus généralement complexe, puis nous démontrerons le théorème en question dans le champ réel, puis dans le champ complexe. Ensuite, nous examinerons 3 exemples de difficultés graduées, montrant l'intérêt de ce résultat. Et pour finir, nous dirons quelques mots au sujet des séries semi-convergentes. Une série réelle de terme général AN est dite absolument convergente lorsque la série de terme général valeur absolue de AN converge. Et pour les séries complexes, c'est la même chose, à ceci près que la valeur absolue est remplacée par le module. Pour une série à terme réel positif, cette notion est évidemment dépourvue d'intérêt, mais lorsque le terme général est de signe quelconque, voire complexe, le théorème qui nous intéresse fournit une condition suffisante de convergence, dont la vérification se fait généralement sans effort. Avant d'aller plus loin, il est important de rappeler ce qu'est le principe de comparaison pour les séries à terme positif. On considère 2 séries réelles, sigma des AN et sigma des BN, et l'on suppose que pour tout n, AN est compris au sens large entre 0 et BN. Si la série des BN est convergente, alors la série des AN converge aussi. Cette propriété découle directement du théorème de la limite monotone, appliqué aux sommes partielles. En effet, si l'on note grand AN et grand BN les nth sommes partielles des 2 séries, alors pour tout n, grand AN est compris au sens large entre 0 et grand BN. Or, par hypothèse, la suite grand BN est convergente, donc majorée, et la suite grand AN se retrouve ainsi croissante et majorée, donc convergente. Ceci étant rappelé, voici une preuve incorrecte du théorème de convergence absolue. Considérons une série réelle, sigma des AN, absolument convergente. En écrivant pour tout n cette inégalité, et en invoquant le principe de comparaison, on conclut, en un coup de cuillère à peau, que la série sigma des n converge, puisque la série majorante converge. Et on raconte n'importe quoi, puisque le principe de comparaison ne s'applique évidemment pas ici. En revanche, et de façon étonnante, il est facile de rectifier légèrement cet argument incorrect pour le transformer en une preuve parfaitement rigoureuse. Il suffit en effet de voir que pour tout n, AN plus valeur absolue de AN est plus petit que 2 fois la valeur absolue de AN, et cette fois-ci, le membre de gauche est positif ou nul. On peut donc appliquer le principe de comparaison. Comme la série des valeurs absolues de AN converge, il en va bien sûr de même pour la série de terme général de valeurs absolues de AN, et donc pour la série des AN plus valeur absolue de AN. Enfin, comme la différence de 2 séries convergentes est convergente, et vu que AN peut s'écrire sous cette forme, on conclut que la série des AN converge. Bien souvent, ce n'est pas cette preuve qui est présentée, mais plutôt la suivante. Pour tout x réel, on note au préalable x plus, le plus grand des 2 nombres x est 0, et x moins, le plus grand des 2 nombres moins x est 0. De sorte que x plus est supérieur ou égal à 0, ainsi que x moins, et par ailleurs, x égale x plus moins x moins, tandis que valeur absolue de x est égale à x plus x moins. Donc, étant donné une série réelle sigma des AN absolument convergente, les 2 inégalités suivantes montrent, via le principe de comparaison, la convergence de chacune des séries de termes généraux AN plus et AN-. Et donc, comme AN est égal à AN plus moins AN-, la série de termes général AN converge comme différence de 2 séries convergentes. J'ai personnellement une petite préférence pour la première preuve que je trouve à la fois plus concise et plus percutante. Mais bon, les 2 démonstrations sont tout aussi valables l'une que l'autre. À présent, passons au champ complexe.
Considérons une série complexe sigma des Zn absolument convergente. Posons Zn égale xn plus iyn avec xn et yn réels, de sorte que xn et yn sont respectivement la partie réelle et la partie imaginaire de Zn. Pour tout entier naturel petit n, la valeur absolue de xn est inférieure ou égale à la racine carrée de xn carré plus yn carré, c'est-à-dire au module de Zn. Ceci prouve que la série de termes général xn est convergente, car absolument convergente. On voit de même que la série des yn est convergente pour les mêmes raisons, et finalement, la série des Zn est aussi convergente, en tant que combinaison linéaire de deux séries réelles convergentes. Voilà, notre théorème de convergence absolue est établi dans le champ complexe. Passons aux exemples. Le premier exemple sera rudimentaire. On demande de préciser la nature de la série de termes général an égale sinus racine de n sur n puissance 3,5. La réponse est immédiate, on se contente de majorer la valeur absolue de an par 1 sur n puissance 3,5, qui est le terme général d'une série de Riemann convergente puisque 3,5 est strictement plus grand que 1. La série proposée est ainsi absolument convergente, donc convergente tout court. Passons à un exemple un peu plus élaboré. On demande à nouveau d'indiquer la nature d'une série. Cette fois-ci, le terme général est Bn égale moins 1 puissance n divisé par n plus 3 cosinus n, pour n supérieur ou égal à 0. Cette fois, une majoration directe ne donne rien. En effet, pour tout n supérieur ou égal à 4, la valeur absolue de Bn est majorée par 1 sur n-3, qui est le terme général d'une série divergente. On pourrait songer à utiliser le théorème des séries alternées, dont l'énoncé est rappelé dans l'encadré, mais ce n'est pas faisable car certes la suite Bn est de signes alternés et converge vers 0, mais elle ne décroît pas en valeur absolue, même à partir d'un certain rang. La bonne idée consiste à effectuer un développement asymptotique du terme général. On écrit Bn sous la forme suivante, et comme 1 sur 1 plus t est égal au voisinage de 0 à 1 plus grand O de t, il s'ensuit que Bn est égal à moins 1 puissance n sur n en facteur de 1 plus un grand O de cosinus n sur n, et donc a fortiori égal à moins 1 puissance n sur n plus un grand O de 1 sur n carré. Ainsi, Bn se présente comme la somme des termes généraux de deux séries convergentes. D'une part, la série harmonique alternée, dont on reparle un peu plus loin dans cette vidéo, et d'autre part, une série dont le terme général est, à partir d'un certain rang, majoré en valeur absolue par k sur n carré, où k est une certaine constante positive. On voit ainsi que la série des Bn est convergente. Comme troisième exemple d'intervention de la notion de série absolument convergente, je vous propose une preuve de la célèbre règle de convergence d'Abel, dont voici l'énoncé. On considère une série dont le terme général se présente sous la forme un égale alpha n multiplié par xn, avec une suite alpha n décroissante et de limite nulle, et une suite complexe xn, dont les sommes partielles forment une suite bornée. Dans ces conditions, la série de termes général un est convergente. On notera pour tout n supérieur ou égal à 1, grand Xn égale à la somme des xk pour k de 1 à n, et aussi grand x0 égale à 0. En notant grand Sn la somme partielle de notre série, c'est-à-dire la somme de 1 à n des alpha k xk, il s'agit de montrer que la suite grand S est convergente. Pour cela, on va modifier l'expression de Sn en remarquant que grand Sn peut s'écrire somme pour k de 1 à n des alpha k facteur de grand xk moins grand x k moins 1. On peut isoler le terme alpha n grand xn et il faut lui rajouter la somme pour k de 1 à n moins 1 des alpha k moins alpha k plus 1 que multiplie grand xk. Ce calcul, qui s'apparente formellement à une intégration par partie, est appelé transformation d'Abel. Ce terme tend vers 0 puisque son module est majoré par grand M que multiplie alpha n. Quant à cette expression, on peut majorer son module par alpha k moins alpha k plus 1 fois grand M,
qui est le terme général d'une série convergente, puisque la somme des alpha k moins alpha k plus 1 de k égale 1 à n-1 se télescope et vaut alpha 1 moins alpha n, donc tend vers alpha 1, quand n tend vers l'infini. Ainsi, la série de terme général alpha k moins alpha k plus 1 grand xk est absolument convergente, et donc convergente. En notant sigma sa somme, on voit que la suite grand S converge vers sigma, ce qui achève la preuve de la règle d'Abel. Pour terminer cette vidéo, disons quelques mots au sujet de la semi-convergence. Par définition, une série complexe est dite semi-convergente lorsqu'elle est convergente, mais non absolument convergente. Le premier exemple qui vient à l'esprit est la série harmonique alternée de terme général -1 puissance n-1 sur n pour n supérieur ou égal à 1. Il est clair que cette série n'est pas absolument convergente puisque la série harmonique diverge. On peut cependant montrer sa convergence en groupant les termes 2 par 2. Détaillons cela en commençant par poser pour tout n supérieur ou égal à 1, grand Sn égale à la somme pour k de 1 jusqu'à n des -1 puissance k-1 sur k. On observe que grand S indice 2n est égal à la somme pour k égale 1 à n des 1 sur 2k-1 moins 1 sur 2k, que l'on peut encore écrire somme pour k égale 1 à n des 1 sur 2k facteur de 2k-1. Or, cette fraction est équivalente à 1 sur 4k carré, qui est le terme général d'une série de Riemann convergente. D'après la règle des équivalents, ceci est une somme partielle de séries convergentes. Bref, la suite de termes général grand S indice 2n converge. En outre, pour tout n, grand S indice 2n plus 1 est égal à grand S indice 2n plus 1 sur 2n plus 1. Ceci montre que la suite de termes général grand S indice 2n plus 1 converge aussi, et vers la même limite. Il en résulte que la suite grand S converge, comme souhaité, puisque ces deux suites extraites, celles formées des termes d'indice pair et celles formées des termes d'indice impair, convergent toutes les deux vers une même limite. En s'y prenant autrement, on peut non seulement montrer la convergence de la série harmonique alternée, mais aussi calculer explicitement sa somme, qui vaut logarithme népérien de 2. On commence avec la formule des sommes géométriques. On écrit que pour tout t dans l'intervalle fermé 0 à 1, la somme des moins t à la puissance k, pour k variant de 0 à n-1, est égale à 1 moins la raison moins t puissance n sur 1 moins la raison, donc sur 1 plus t. Puis on intègre sur le segment 0,1, ce qui donne par linéarité de l'intégrale la somme pour k de 0 à n-1 des moins 1 puissance k sur k plus 1 égale à ln de 2 moins 1 puissance n fois l'intégrale de 0 à 1 de t puissance n sur 1 plus t dt. Cette dernière intégrale étant positive et plus petite que 1 sur n plus 1, elle tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, et la conclusion suit. À présent, généralisons. Si lambda appartient à l'intervalle semi-ouvert 0 à 1, et si θ est un réel non multiple de 2π, alors la série complexe de terme général exponentielle i nθ sur n puissance lambda est semi-convergente. Il s'agit bien d'une généralisation puisque, en choisissant lambda égale 1 et θ égale π, on retrouve, au signe près, la série harmonique alternée qu'on vient d'étudier. Le fait que cette série ne soit pas absolument convergente est immédiat, puisque le module de son terme général est égal à 1 sur n puissance lambda, terme général d'une série de Riemann divergente. Et pour établir la convergence, on utilise la règle d'Abel, établie plus haut, en choisissant alpha n égale 1 sur n puissance lambda, et xn égale exponentielle de i nθ. L'hypothèse de décroissance et de limite nulle pour la suite alpha n est d'évidence remplie. Il faut juste vérifier que les sommes partielles sigma des exponentielles ikθ pour k de 1 à n forment une suite bornée. Or, c'est bien le cas, car cette somme est géométrique de raison exponentielle iθ, qui est différent de 1, vu que θ n'est pas multiple de 2π, et donc égale à exponentielle iθ facteur de 1 moins exponentielle i nθ sur 1 moins exponentielle iθ. Et donc son module est majoré par 2 sur module de 1 moins exponentielle iθ.
Cette dernière quantité est indépendante de n, et on a donc bien montré que les sommes partielles forment une suite bornée. Voici une dernière question que je vous propose de chercher de votre côté, et on peut en parler dans les commentaires. Sauriez-vous prouver que la série de termes générale cosinus n sur n puissance lambda, toujours avec lambda dans l'intervalle 0,1 semi-ouvert, est semi-convergente? Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura intéressé et surtout qu'elle vous sera utile. Elle sera suivie ultérieurement d'une deuxième partie, de niveau plus avancé, consacrée à la convergence absolue des séries à terme dans un espace vectoriel normé. En attendant, je vous donne rendez-vous très vite sur cette même chaîne pour un autre exposé.